Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Trends, etc. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Comme vous le savez maintenant, chaque mois, Trends, etc. vous propose un tour d'horizon des tendances qui font ou vont faire l'actu. Nouvelles marques, nouveaux produits, nouvelles tendances de consommation et de distribution ou encore adresses confidentielles à partager. Trends, etc. anticipe, détecte et décrypte les tendances en matière de mode, de beauté, de maison et d'environnement, de détente ou encore de gastronomie. Alors je vous présente tout de suite mes invités qui sont nombreux ce mois-ci. Tout d'abord, une tête connue à ma droite pour ceux qui suivent l'émission depuis l'année dernière. Je vous présente Vincent Christen. Bonjour Vincent. Bonjour Mélanie. Ravi de vous retrouver sur le plateau. Ravi d'être à nouveau ici parmi vous. Merci. Vous êtes directeur des études chez le célèbre cabinet d'études de marché GFK. Donc je suis ravie de vous retrouver sur le plateau. Vincent, nous allons faire un tour d'horizon ensemble des produits qui ont connu un franc succès cet été dans le dossier du mois et tenter d'en analyser les raisons. Alors un produit comme ça qui vous a marqué cet été? On va en parler un peu après, mais c'est vrai qu'on va tout l'aspect action cam en règle générale est une tendance assez forte, me semble-t-il, notamment cet été. On va voir que la tendance va sans doute s'amplifier dans les mois à venir, mais clairement c'est un trend, comme on dit, une tendance assez forte. Donc ça sera intéressant d'en parler un peu après. On va en discuter tout à l'heure. Je retrouve également donc à ma gauche Morgane Laurençon. Bonjour Morgane. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être venue. Vous êtes directrice générale de Créative Import, une petite société bretonne qui a connu cet été un développement foudroyant grâce à un produit qui, on peut le dire, a été le succès de l'été. Je parlais de ces fameux bracelets en élastique, les Rainbow Loom. Vous êtes en effet l'heureuse importatrice exclusive de ces bracelets qui ont fait un carton cet été. Alors vous nous raconterez plus en détail tout à l'heure cette véritable success story, n'est-ce pas? Avec plaisir. Ok, donc on en parle tout à l'heure. Et puis, alors qui dit rentrée dit aussi vendange et sélection de vins. Alors nous n'allons pas vous proposer une sélection de vins, ça je laisse mes consoeurs de Qu'est-ce qu'on food vous en parler. Mais par contre, on va parler d'une sélection de projets viticoles avec mon dernier invité, Julien Worth. Bonjour Julien, vous êtes le cofondateur de Fondo Vino, un tout nouveau site dédié à l'univers du vin. Alors vous nous expliquerez, vous, en fin d'émission, en quoi consiste votre tout nouveau site qui repose notamment sur le financement participatif, c'est ça? Tout à fait, Très tout à bien. fait. Donc on en uniquement dédié à l'univers du vin. Absolument. Exactement, donc on en parlera à la fin de l'émission. Restez avec nous pour suivre ce sujet, mais sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de ce nouveau numéro de Trends, etc. Alors on le disait, ludique, technique ou encore connecté, ils vous ont accompagné tout l'été. Nous reviendrons dans notre dossier du mois sur les succès de l'été avec nos deux invités, Vincent et Morgane. Nous passerons ensuite à la rubrique What's Up. Alors initialisée par le secteur du luxe, on ne compte plus aujourd'hui les marques qui proposent de customiser leurs produits, souvent notamment au travers des réseaux sociaux. Véritable atout pour les marques ou simple effet de communication, c'est ce que nous allons décrypter ensemble donc dans cette rubrique What's Up. Et puis enfin, comme je vous le disais, nous terminerons l'émission par la rubrique Audace et notre invité Julien Worth. Julien nous fera découvrir donc son site Fondo Vino, le premier site de crowdfunding dédié à l'univers du vin qu'il a créé avec 3 autres associés. Je vous en dis pas plus, restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission pour en savoir un petit peu plus. Donc vous voyez, pour cette première émission, un programme très chargé. Alors, comme on a la coutume de le dire, inspirez, soufflez, c'est parti pour 60 minutes de bouffée d'air frais. À tout de suite. Alors je vous le disais, pour ce dossier de la rentrée, j'ai voulu revenir sur ces produits qui ont fait le succès de l'été 2014 et profiter de l'œil avisé sur les marchés de Vincent qui est directeur des études. On va commencer, si vous le voulez bien, par cette incroyable success story que sont ces bracelets élastiques. On les a vus partout, hein. Ils ont d'abord conquis les enfants avant de séduire les parents, voire même les stars, puisqu'on les a vus au poignet de Kate Middleton, de Julia
Roberts ou voire même du pape François, c'est vrai. Si je ne m'abuse. Alors justement, pour nous en parler, j'ai celle qui a flairé la bonne affaire, Morgane Laurençon, donc je disais qui est cofondatrice avec votre mari de la société créative Import. Donc vous êtes l'importatrice exclusive de ce produit pour la France. Alors expliquez-nous, Morgane, comment une société bretonne, puisque vous êtes basée à Quimper, s'est retrouvée aujourd'hui à la tête des ventes de jouets en France. Eh bien écoutez, ça a démarré par une aventure familiale avant tout. C'est un peu grâce à votre fille, je crois. Exactement, nous avons en effet 4 enfants et nous avons passé une année aux États-Unis, à Miami, en Floride. Et notre fille Marion était à l'époque scolarisée en CM2. Elle est revenue un après-midi après l'école avec un bracelet en élastique. Et c'est comme ça que Rainbow Loom est rentré dans notre famille. Alors c'est vrai qu'il y a eu un engouement très rapide auprès de nos enfants qui passaient leurs après-midi, leurs soirées, quitte à ne plus manger pour pouvoir faire des bracelets. Donc voilà, donc le produit s'est installé dans la famille. Toute la famille, tous les amis français qui venaient nous rendre visite découvraient aussi le produit avec un très grand intérêt. Donc là, on s'est dit, il y a du potentiel. Il y a peut-être quelque chose à ramener avec nous en France. Alors, du coup, vous sentez que c'est un produit donc, qui peut marcher en France. Comment avez-vous réussi à obtenir l'exclusivité, du coup ? Eh bien, écoutez, ça a commencé tout simplement par un envoi d'email à Monsieur Schoon, qui est le créateur du produit, justement. Un échange d'email qui a très, très rapidement abouti sur un long échange téléphonique. Voilà, en lui présentant qui nous étions, ce que nous envisagions de faire, que le Rainbow Loom était vraiment un formidable produit et que nous avions envie de le ramener avec nous en France et de le rendre aussi successful, comme on dit, qu'aux États-Unis. Ça a bien marché et de fil en aiguille, nous avons échangé avec Monsieur Schoon ainsi que son frère qui, lui, s'occupe de l'international. Un grand nombre de Skype pour mettre en place justement cette stratégie à mettre en place en France, puisque eux étaient de bons conseils également sur ce qui s'était passé aux États-Unis. Et nous avons abouti à fin juillet à justement ce contrat de distribution exclusive pour la France et les pays francophones. D'accord. Alors vous négociez l'exclusivité, vous rentrez en France avec des bracelets. Combien vous avez investi au début écoutez, nous avons investi 20 000 € au début, donc ce qui représente un premier stock de produits, tant en métier à tisser qu'en élastique. Donc stocké dans le garage. Stocké dans le garage, tout a démarré chez nous, dans le bureau familial et au garage où les produits partaient de chez nous. Et puis rapidement, on a vu l'ampleur du phénomène et on s'est dit qu'il était temps de bouger. Donc nous avons pris des locaux juste à côté de la maison. Donc là aussi, c'est bien pratique au niveau organisation, logistique. Et donc c'est comme ça que le produit s'est mis en place petit à petit en France. Et au niveau de la commercialisation, alors comment ça s'est passé ? Vous avez démarché vous-même des petits magasins de jouets ou comment ça s'est passé ? Au début, nous avons commencé sur Quimper, par un premier magasin qui s'appelle la Grande Récré. Donc nous sommes allés les voir pour leur présenter le produit. Est-ce que eux, en tant que spécialistes du jouet, ils voyaient un potentiel ? Donc là, nous avons été reçus vraiment très favorablement en remarquant que le produit avait vraiment tous les atouts pour plaire à un grand nombre de personnes. Et puis nous avons en effet démarché des petits magasins du centre-ville qui étaient dans le loisir créatif. Nous avons vraiment capitalisé sur Quimper au départ. Et puis après, comme tout bon commercial, nous avons fait des dossiers produits que nous avons adressés à différentes grandes chaînes de jouets. Et puis nous avons eu la chance d'avoir une réponse favorable de la Grande Récré qui a accepté de prendre l'aventure avec nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, nous avons un très très bon partenariat et nous en sommes très, très satisfaits. Donc aujourd'hui, le produit n'est commercialisé que dans les magasins Grande Récré ou alors, vous avez négocié une exclusivité ou non ? Ou est-ce qu'on peut retrouver le produit un peu partout ? Alors aujourd'hui, la Grande Récré en effet est en exclusivité mais au niveau chaîne de jouets. Donc nous ne sommes pas ailleurs qu'à la Grande Récré. Par contre, en parallèle, nous avons plus de 600 autres points de vente. Complètement. Donc des magasins de jouets indépendants, des librairies papeterie qui ont développé un rayon loisirs créatifs. C'est vrai qu'on vous trouve partout. On vous a vu partout cet été. C'est vrai qu'on a réussi à bien nous trouver cet été. Alors aujourd'hui, vous êtes numéro 1 des ventes de jouets en France avec, je crois, à fin juin, 359 000 kits qui ont été vendus. Plus d'1 million de recharges en élastique, donc ce qui est incroyable. Combien faites-vous de chiffre d'affaires là, au niveau de Creative Import ?
Bien écoutez, nous avions un estimatif basé sur une année à 900 000 € et on terminera plutôt autour des 8-9 millions d'euros pour fin 2014. Donc le succès est au rendez-vous. Et là, alors forcément, vous êtes aujourd'hui attaqué par des concurrents, les Crazy Loom par exemple, ou voire même des concurrents en provenance de Chine. Comment vous réagissez par rapport justement à cette arrivée sur le marché d'autres produits assez similaires? Nous réagissons avant tout avec une mise en garde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos produits Rainbow Loom sont normés CE. Donc, c'est-à-dire que c'est un garant de sécurité pour les enfants. Donc, nos produits sont sans phtalate, sans bisphénol, ce qui est vraiment un garant de sécurité. De plus, nos élastiques sont sans latex. Donc, nous limitons tous les risques d'allergie. Donc, nous mettons en garde les gens qui achètent des produits qui ne sont pas Rainbow Loom, que ce qu'ils achètent peuvent être des contrefaçons et peuvent être toxiques. Donc, Rainbow Loom, c'est le garant de la sécurité. Bien faire attention à la présence du logo CE, qui est vraiment important, surtout dans le domaine du jouet. Un gage de qualité. Donc exactement. On le retrouve du coup sur vos produits. Tout à fait. Alors, oui. Sur la face principale, vous l'avez en haut à droite, côté de l'âge. Voilà. Je ne sais pas si on le voit. Voilà, ici. Donc là, justement, vous êtes venu avec des produits. Donc là, vous connaissez tous, j'imagine, si vous avez des enfants, en tout cas, le kit traditionnel qui est, je crois, vendu aux alentours de 18-19 €. C'est ça, 19,90 la plupart du temps, tout à fait. Donc là, on a un exemple des différents bracelets que l'on peut faire. Vous avez vu aussi quelques images tournées. Et alors, au niveau nouveauté, vous êtes venu avec la nouveauté de la rentrée. Voilà, c'est celui-ci, on va le montrer. Alors expliquez-nous un petit peu cette nouveauté. Eh bien, c'est un nouveau métier à tisser qui permet, toujours dans le principe du kit de démarrage, de réaliser des bracelets, des bracelets en élastique. Donc celui-ci permet de faire des bracelets plus sophistiqués, avec une maille plus serrée, plus élaborée, et des modèles aussi un peu plus masculins, parce que c'est un produit qui plaît aussi énormément aux garçons. On l'a vu au moment de la Coupe du Monde, où il y a eu un fort engouement des jeunes garçons à faire des bracelets aux couleurs de leur équipe fétiche. Donc voilà, une maille plus serrée, des modèles plus sophistiqués. J'ai essayé d'ouvrir par en dessous, la boîte. Par en dessous. Voilà, alors vous êtes la spécialiste. Voilà, vous avez un petit... Ah oui, mais il y a un scotch. Donc les métiers à tisser sont toujours vendus avec une poche d'élastique de 600 élastiques multicolores, 24 fermoirs bien entendu pour pouvoir fermer les créations, et puis un crochet pour la manipulation, ainsi que le mode d'emploi. Voilà, le fameux kit. Voilà, vous avez un petit métier à tisser un peu en forme de mâchoire. Format pocket aussi, qui permet à tout le monde de l'avoir de partir avec dans le petit sac, exactement. Quand les transports sont un peu longs, ça occupe. Je vois que vous êtes venu aussi avec... oui, en fait, nous avons lancé... Voilà, donc ça, c'est le volume 1 qui permet de réaliser un certain nombre de bracelets. Parce que c'est vrai que énormément de tutoriels sont en ligne sur notre site internet, sur YouTube, mais il faut savoir que certaines personnes ne sont pas forcément à l'aise avec les vidéos, donc un support écrit est toujours bien utile. Donc ça, c'est le tome 1, et le tome 2 sera disponible la semaine prochaine. D'accord. Donc toujours avec des modèles de bracelets, mais également avec des modèles de figurines, parce qu'il faut savoir que le Rainbow Loom c'est pas que des bracelets. Tout à fait, c'est pas que des bracelets, et puis on l'a bien vu cet été avec la maman anglaise qui a vendu sa robe sur eBay. Beaucoup de gens se lancent en effet dans la création de modèles beaucoup plus élaborés. Alors, quels sont vos projets pour les prochains mois? Vous avez flairé de nouvelles opportunités de développement? On cherche, on regarde. C'est vrai qu'on fait pas mal de salons actuellement pour trouver d'autres débouchés, toujours dans le loisir créatif, parce que c'est vrai que c'est un créneau qui nous intéresse et puis qui nous semble très, très porteur pour les mois, voire les années à venir. Déjà, pour nous, la fin d'année, c'est aussi Noël, donc c'est la préparation, tout à fait. C'est des produits spécifiques aussi pour Noël, avec des coffrets cadeaux plus à même de plaire justement au moment des fêtes. Et puis 2015, voilà, c'est vrai qu'on travaille sur de nouveaux projets qui ne sont pas encore bien arrêtés, mais déjà bien avancés, tout à fait. Merci beaucoup, Morgane. Merci d'être de m'avoir invitée sur le plateau de Trends, etc. Alors, je
sais que vous avez un emploi du temps très chargé, d'autres interviews qui vous attendent, donc on va vous libérer. Merci à vous. Nous, on va marquer du coup une courte pause et on se retrouve dans un instant. À tout de suite. On se retrouve donc après cette courte pause dans Trends, etc. et dans le dossier du mois consacré au succès de l'été. On va parler après du succès des Rainbow Loom, produits extrêmement ludiques, d'autres produits alors plus techniques, plus connectés, qui ont connu aussi un franc succès ces derniers mois et particulièrement cet été. Alors vous, Vincent, qui analysez tous les secteurs, tous les marchés, qu'avez-vous retenu ? Alors, j'ai pas les chiffres les plus récents parce qu'on est encore en été, on est à la fin de l'été, mais c'est vrai que ce qui est frappant, c'est qu'il y a deux grandes tendances en termes de segments de produits d'univers de consommation plus technologique. Il y a d'un côté ce qu'on appelle les action cam, on va en parler juste après plus en développement, et puis de l'autre, tout ce qui relève des objets connectés, l'Internet des objets, et notamment tout ce qui est montres, GPS notamment. Ce qui est intéressant, c'est que ça reflète deux tendances assez complémentaires, avec un tronc commun qui est celui de l'expérience, on va en parler sans doute aussi. Voilà. Et d'un côté, on a les montres GPS qui, on va dire, relèvent un petit peu de ce qu'on appelle le quantified self, c'est un peu l'homme augmenté en quelque sorte, et puis de l'autre, les action cam qui sont là plus du ressort de l'expérience augmentée. Alors, bien sûr, dans les action cam, on connaît la marque la plus connue qui est GoPro, mais il y a de nombreux acteurs qui, attirés par le succès de ce produit, se sont aussi lancés comme Garmin ou encore Toshiba avec le X-Sport. On regarde justement cette proposition de produit de Toshiba. Alors, comme on l'a vu sur cette vidéo, comme celle qu'on peut retrouver sur le net avec celle de GoPro, l'idée avec ces action cam, c'est de se filmer, de filmer sa famille, de se filmer en train de faire du sport et de faire profiter ensuite son entourage finalement de ses exploits. Donc c'est vivre une véritable expérience avec le produit. Absolument. Alors la vidéo qu'on vient de voir est intéressante parce qu'elle est assez emblématique de la situation à date, à savoir beaucoup de sports de glisse, sport parfois un peu extrême, mais aujourd'hui, le phénomène qu'on a constaté cet été et qui, à mon avis, va se prolonger à Noël et même sans doute en 2015-2016, c'est qu'aujourd'hui, tous ces acteurs qu'on a cités, GoPro, Toshiba, Sony et les autres, ou Garmin, maintenant se déploient sur des univers beaucoup plus communs. Vous parlez de la famille, et effectivement, c'est pas forcément quelqu'un, des enfants qui vont faire. Voilà, c'est des contextes extrêmement prosaïques, quotidiens. Et finalement, le vrai atout de ce type de device, de produit, c'est effectivement d'accéder à une expérience un peu différente pour soi-même et pour autrui, puisqu'ensuite on visionne, on fait visionner, on partage bien entendu ces contenus expérientiels. Et puis un autre bénéfice dont on parle moins, mais qui est très important et qui est un vecteur sans doute très fort, qui explique les chiffres de vente importants et la croissance exponentielle de ce type de produit chez les Français notamment, c'est le fait que beaucoup de gens nous disent, ça nous permet aussi de mieux filmer, c'est-à-dire qu'on ne se préoccupe plus de filmer les choses, ça se fait tout seul, et quelque part beaucoup de gens disent quand j'ai un caméscope, quand j'ai un autre device plus classique ou un smartphone qui fait aussi des films, parfois même de bonne qualité, on me dit le problème c'est que je suis concentré sur ce que je filme et je vis moins le moment. Donc c'est un bénéfice très fort de dire je suis déchargé de cette fonction, je participe mieux, je suis mieux immergé dans l'événement.
Ça, c'est un bénéfice très fort parce que profiter de ses proches, ça reste quand même une clé pour les Français, tout dans un contexte un peu difficile économique. On aime bien se rencontrer, profiter des autres, et c'est un bénéfice clé, in fine, psychologique pour ce type de produit. Voilà, bien au-delà de la performance technologique ou de côté spectaculaire, simplement en tant que tel. Alors, on a parlé donc des Action Cam, mais il y a aussi, vous le disiez en intro, toutes ces montres, enfin tous ces objets connectés, alors qui avaient fait l'objet d'une précédente émission dans Trends, etc. Mais c'est vrai que toutes ces montres dites GPS, hyper connectées, on en a beaucoup parlé. Là, on sort du salon de l'IFA à Berlin, le salon électronique grand public. Donc là aussi, beaucoup d'acteurs sur le marché. Sony, Samsung sont arrivés avec de nouvelles propositions. Quel est l'intérêt là pour le consommateur de pouvoir se connecter là aussi à Internet de façon très mobile, très autonome? Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur le marché, on voit qu'il y a à la fois des acteurs emblématiques du GPS qui viennent sur la montre GPS et à l'inverse, en convergence, des acteurs de la montre ou de la technologie des devices high-tech qui viennent sur ce type de produit. Donc l'intérêt, parce que tout ce qui est podomètre, c'est pas très nouveau. Le fait que les sportifs du dimanche ou les plus aguerris font déjà ça depuis certaines années. Ce qui est là où il y a une vraie nouveauté, à mon sens, c'est que ça renvoie là encore à des tendances de fond. Et notamment, il y a 3 choses, à mon sens, qui illustrent le succès, là encore, actuel cet été, et sans doute pour la rentrée et sans doute à Noël aussi, de ces objets connectés type montre GPS. C'est 3 concepts. D'abord le concept d'ego, ensuite la notion, je dirais, du culte, un peu de la performance et d'hygiénisme quelque part qu'on trouve aussi beaucoup. Et puis 3e point, qu'est cette notion, effectivement, on va dire, d'expérience, là encore, et cette idée de pouvoir se monitorer, parce que, comme je disais en préambule, ce qu'on appelle le self-quantified, et dans self, il y a selfie, donc on voit bien qu'il y a les selfies d'un côté, on est toujours dans cette tendance un peu de l'ego. Il s'agit de s'améliorer soi-même, et donc c'est vrai que maintenant, cette simplicité de connectivité des objets permet à tout à chacun, donc y compris le sportif du dimanche, y compris des gens qui n'ont pas des objectifs très élevés, de s'améliorer, en tout cas de penser pouvoir le faire. Donc c'est aussi des bénéfices assez puissants pour les consommateurs. Il y a l'aspect aussi communication, donc on s'informe et on informe avec ce type d'objet également. Tout à fait. Pareil, on retombe sur cette notion de partage d'informations, parce que c'est vrai que l'ego, c'est aussi la vision que j'ai de moi-même, et puis c'est la vision que je veux montrer aux autres. Évidemment, donc l'aspect socialisant est bien sûr toujours très important, mais c'est vrai qu'il y a un penseur assez connu qui s'appelle Gilles Lipovetsky, qui avait bien théorisé ces aspects. Puis je parlais de culte un peu du corps et de la performance, c'est aussi un trend très fort. Il suffit de feuilleter les magazines, on voit quand même qu'il y a un culte du corps sculpté. Aujourd'hui, la société est un petit peu rude à ce niveau-là, mais il faut avoir une apparence pour chercher un travail, pour être mieux dans sa socialité quotidienne. Donc ce culte de l'apparence reste un vecteur très fort et explique aussi en partie le succès de ce type d'objet. Et est-ce que vous croyez que c'est un phénomène qui va perdurer, parce qu'on va quand même venir se heurter à tout ce qui est smartphone et donc aux applis? Est-ce que vous ne pensez pas que le consommateur, au bout d'un moment, il va saturer de cette offre connectée, ou au contraire s'enthousiasmer de plus en plus pour ce type de produit? Alors non seulement ça ne va pas s'arrêter, mais je pense que ça va s'amplifier. D'abord parce que, comme pour Internet au début, les gens au départ étaient un peu perturbés, ensuite ils s'habituent très vite. Donc il y aura un phénomène d'acculturation, d'habituation progressive qui est déjà en train de s'effectuer. Et puis surtout, vous avez peut-être noté qu'il y a une grande chaîne d'habillement généraliste, moyenne, bas de gamme, on va dire, qui vient de sortir un manteau GPS pour les enfants. C'est tout frais, c'est cette semaine. Je n'hésiterai pas à l'enseigne, mais c'est une enseigne assez connue des Français. Et donc le principe, alors bien sûr, il y a toujours cette idée de Big Brother qu'on évoque moins là, parce qu'on est dans un trend positif d'innovation, mais c'est un peu le corollaire un peu négatif. Mais on voit bien que c'est plus seulement, en fait, on est passé un petit peu de l'Internet du gadget à l'Internet de l'objet. C'est qu'aujourd'hui, vraiment, pour quel que soit le type de device, bracelet, montre, smartphone, quel que soit le type d'objet, vêtements, on va être dans l'hyperconnectivité. Pas pour rien, parce que ça va vraiment être connecté, sans mauvais jeu de mots, à des vrais bénéfices en termes de réassurance, de contrôle. Donc bien sûr, il faudra des garde-fous, mais que ce soit pour les parents ou pour les enfants, ou pour tout un chacun, il y aura des vrais bénéfices qui vont se greffer à ça, et j'ai pas de crainte, au contraire, sur la puissance de ce courant de l'hyperconnectivité. Merci beaucoup, Vincent, Merci pour cet éclairage sur donc les succès de l'été.
On marque une petite pause pour se retrouver dans un instant pour parler de customisation de produits ou encore d'un nouveau site internet autour du vin avec notre autre invité Julien Worst. À tout de suite. Alors dans Trends, etc., le magazine de toutes les tendances, nous avons pris l'habitude de décortiquer tout au long de l'émission les dernières tendances et plus particulièrement l'actualité marketing des marques dans notre rubrique What's Up. Alors ce mois-ci, j'ai décidé de m'intéresser au phénomène de la personnalisation des produits. Initialisé par le secteur du luxe, on ne compte plus aujourd'hui les marques qui proposent de customiser leurs produits, souvent notamment au travers des réseaux sociaux. Alors véritable atout pour les marques ou simple effet de communication, c'est ce que nous allons décrypter ensemble. Alors c'est vrai que la personnalisation des produits n'est pas une nouveauté, c'est même un des principes fondamentaux de la définition du produit de luxe, proposer une offre unique, distincte et parfaitement ajustée à la personnalité de sa clientèle, c'est l'un des apanages des produits de luxe. On pense rapidement à toutes ces marques historiques qui ont su jouer sur le principe de l'exclusivité, les malles Louis Vuitton ou encore les options personnalisables des célèbres voitures Rolls-Royce. On va peut-être voir quelques images. Alors aujourd'hui, cette tendance est largement démocratisée, touchant de nombreuses marques de mode qui ne font que répondre à une véritable attente des consommateurs. Grâce à l'impulsion notamment d'Angela Ahrendts, aujourd'hui partie chez Apple, la marque Burberry a développé un positionnement avant-gardiste en utilisant les réseaux sociaux comme véritable relais auprès de ses clients et en jouant notamment sur cette tendance de la personnalisation. Alors depuis 2013, la marque propose la personnalisation de son célèbre trench et la possibilité de commander notamment des accessoires et divers produits juste après leur proposition et leur visionnage lors des défilés de mode. On va regarder ça en quelques images. Alors dans la mode, Burberry n'est pas la seule marque à opter pour la mise en avant de ce savoir-faire. Moins dépendante des contraintes techniques et logistiques, cette tendance est largement généralisée et démocratisée dans le secteur de la mode. C'est le cas aussi de l'atelier de la marque Repetto qui propose moyennant 320 € et 3 semaines d'attente la personnalisation de vos ballerines parmi 252 coloris ainsi que la position de vos initiales ou de votre prénom sur la semelle intérieure de la chaussure. C'est encore aussi le cas de la marque Longchamp qui propose de la même façon de personnaliser ses célèbres sacs. Là aussi, on regarde en image ce que cela donne. 36 hours of dreamland, flashback to another time, living this roller coaster, we're dancing outside the lines. This life is your game, this space is your own. This life is your game, this space is your own. Voilà, avec le sac
tortillage personnalisé de Longchamp. Alors on le disait, grâce au progrès industriel et à la réduction des contraintes techniques et logistiques, toutes les marques aujourd'hui s'engouffrent dans cette tendance, offrant encore plus de valeur ajoutée, d'expérience, on en parlait tout à l'heure, et d'interactivité avec les consommateurs. On l'a vu aussi récemment avec cette déferlante de prénoms sur des produits de consommation courante, comme sur des bouteilles de Coca-Cola, pour ne pas citer la marque, ou encore sur les pots d'une célèbre pâte à tartiner, ou plus anciennement sur les petites confiseries M&M's. Alors justement, regardez ou revoyez cette pub de Coca pour promouvoir la personnalisation de ces produits. Alors c'est vrai, en effet, quoi de plus impliquant que de participer à la création d'un produit qui plus est logotypé à son nom. Donc par ce fin stratagème, le marketing participatif, les marques ont permis à leurs consommateurs de s'identifier au produit, de développer une proximité réelle, développant une relation durable et forcément du coup leur fidélisation. On parlait de démocratisation, de personnalisation de masse. Quoi de plus révélateur également que l'association de Carrefour avec le numéro 1 de la grande distribution, en France aujourd'hui, avec justement le fondateur de Cdiscount, pour créer mydesign.com, un site qui propose aux clients de personnaliser leurs accessoires quotidiens comme les t-shirts, les coussins ou encore les coques mobiles. Alors ce site tout nouveau, mis en place juste avant la Coupe du Monde, a profité du contexte sportif pour mettre en place une opération de séduction auprès des aficionados du football. On regarde. Découvrez des accessoires aux couleurs de votre pays préféré et personnalisez vos t-shirts et coques de téléphone. Retrouvez mydesign.com chez Carrefour. Donc vous voyez la personnalisation qui entre aussi dans la grande conso. D'après une étude justement menée par Neolan, d'ici à fin 2014, plus de la moitié des marques proposeront à leurs consommateurs des offres personnalisées. Alors vous voyez, nous n'en sommes qu'au début. Aujourd'hui, avec le développement que l'on connaît d'Internet et des réseaux sociaux, les marques sont devenues des véritables médias, soucieuses de créer toujours plus d'interactivité avec leurs consommateurs. Les marques recherchent à créer toujours plus de liens en impliquant les clients, notamment via des opérations cross-canal initialisées sur les réseaux sociaux notamment et répercutées en point de vente. De même, je pense que le développement de l'impression 3D va permettre de généraliser ce phénomène de personnalisation en permettant aux communautés de fans de fabriquer eux-mêmes leurs produits, dont l'impact sur notre rapport à la consommation et au commerce reste encore une énigme. Mais ça fera l'objet d'un prochain Trends, etc. On marque une courte pause, on se retrouve juste après pour faire la connaissance donc de Julien Worth et de son nouveau site fondovino.com, un site innovant autour du crowdfunding et de l'univers du vin. À tout de suite. Julien, on va s'intéresser à vous maintenant. Je ne sais pas si, Vincent, vous êtes un fan de vin. Ô combien. À consommer avec modération, comme on dit. Toujours mais ça reste des beaux produits. Tout à fait. Alors, on va s'intéresser justement à votre site. Vous êtes le cofondateur d'un tout nouveau site internet qui s'appelle fondovino.com, qui est le premier site de financement participatif dédié au monde viticole. Alors, les sites de financement participatif ou de crowdfunding, on le sait, on le vend en poupe, on en a déjà longuement parlé dans Trends, etc. lors d'une précédente émission. C'est quelque chose de très tendance. On en avait parlé précédemment. Alors justement, vous, avec vos associés, comment vous est venue l'idée de créer ce site ?
Alors l'idée, elle est d'abord partie d'une passion que nous partageons, qui est l'œnotourisme, et donc la passion du vin et de ses métiers. Et puis nous sommes chacun de notre côté des entrepreneurs de la net économie, et donc nous avons fait le constat entre notre passion et effectivement cet essor du financement participatif qu'il y avait une véritable opportunité de soutenir une filière qui est le deuxième secteur d'exportation en France et qui concerne plus d'1 demi-million d'emplois directs et indirects, donc une filière très importante avec beaucoup de besoins d'équipements et d'investissements très variés. Et donc il y avait une réelle raison cohérente de se lancer uniquement sur un site de financement participatif dédié à cette filière du vin. Alors j'imagine que vous aviez des accointances avec l'univers viticole pour vous lancer dans ce domaine-là. Oui, les accointances, effectivement, c'est cet intérêt pour le vin, ces différents terroirs, et puis cette connaissance des métiers aussi, un vrai savoir-vivre, un vrai savoir-faire, donc une transmission un petit peu aussi de la connaissance et du patrimoine français. Et voilà, ça a vraiment été un choix qui s'est imposé à nous naturellement. Vous êtes 3 aujourd'hui, enfin vous avez 3 associés, vous êtes 4... Voilà, nous sommes 4 associés, complémentaires dans nos métiers, et chacun bien occupé avec le développement de Fondovino qui a à peine un mois. C'est ça, donc le site a vu le jour le 13 août dernier. Alors on parlait justement de financement participatif, donc ça veut dire de don à don, c'est ça. Concrètement, expliquez-nous ce que propose votre site et surtout à qui il s'adresse. Alors le site s'adresse d'une part à des porteurs de projets qui sont donc des acteurs de la filière vitivinicole, qui leur permet donc de présenter un projet en vue d'accéder à du financement par le biais de contributions, de donations d'internautes. Et donc, le site a vocation à mettre en relation des porteurs de projets et des internautes du monde entier, selon le modèle que vous évoquez, qui est un système de modèle de don contre don, basé donc sur une contrepartie en échange, sur une contribution en numéraire en échange d'une contrepartie en nature. Effectivement, les contreparties sont à discrétion des porteurs de projets, et selon les projets, cela peut aller des remerciements sur les réseaux sociaux à une ou plusieurs bouteilles de vin qui sont offertes, ou à des invitations pour des dégustations ou des nuits en chambre d'hôte au domaine. D'accord. Alors, ce qui est intéressant dans votre site et dans votre proposition, c'est que vous ne vous cantonnez pas, je vais dire, à l'univers vigneron, mais vous balayez plutôt large et vous ouvrez à d'autres univers, mais toujours liés au vin. Expliquez-nous un petit peu, quels sont les porteurs de projets, de quel domaine viennent-ils? Alors, nous avons effectivement, l'idée, c'est vraiment de couvrir l'ensemble de la filière viticole et de nous adresser bien évidemment aux vignerons pour tout ce qui va être des projets concernant le vignoble ou les chais, mais il y a bien sûr d'autres catégories, une catégorie qui est ouverte aux cavistes, une catégorie bien sûr pour faire découvrir des projets œnotouristiques, une catégorie culture qui va être dédiée à des reportages audiovisuels, à des livres, à des reportages photos pour faire découvrir également les terroirs, le vin et ses différents métiers. Et puis une rubrique innovation, qui va permettre à tous les acteurs qui fabriquent des nouveaux produits ou des nouvelles méthodes qui peuvent aider, par exemple, à dépister certaines maladies ou à améliorer effectivement la qualité de la vigne, d'accéder justement à du financement participatif à travers une plateforme qui est dédiée à leur univers. Alors cette plateforme, elle est aujourd'hui en français et en anglais. Une volonté pour vous de vous développer à l'international, c'est dans votre stratégie? Oui, tout à fait. Le vin est cultivé et consommé dans le monde entier, même si effectivement la France est un des premiers consommateurs mondiaux. Et la plateforme s'adresse aux porteurs de projets du monde entier. Donc nous accueillons avec grand plaisir des porteurs de projets européens en dehors de France et pourquoi pas du Nouveau Monde ou d'Australie. Ça s'adresse aussi aux donateurs du coup? On s'adresse aussi aux donateurs, bien entendu, qui peuvent découvrir des projets français qui sont
traduits en anglais et qui leur permettent donc de pouvoir soutenir effectivement un vigneron basé en France. Tout à fait. Alors, votre site est tout récent, hein, on le disait, il est né le 13 août dernier. Combien de projets avez-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons 8 projets qui sont publiés. Nous en avons presque une dizaine en cours de validation et en préparation et qui vont être lancés très prochainement. D'accord. Et justement, alors, ces projets, comment vous les trouvez ? Est-ce que ce sont justement des porteurs de projets qui, maintenant connaissant le site, frappent à votre porte, ou est-ce que vous avez une démarche un peu de prospection ? Comment ça se passe ? Alors les deux, en fait. Nous poursuivons nous-mêmes une démarche de prospection dans le cadre de notre activité courante et nous avons bien entendu des porteurs qui nous contactent directement et qui utilisent la plateforme pour soumettre leurs projets. Et nous sommes ravis et très contents. Et effectivement, il y a une accélération de ces contacts directs puisque le site, comme vous venez de le rappeler, a à peine un petit mois. Il s'est lancé au cœur de l'été et c'est la rentrée, donc les gens reconnectent effectivement. Et puis surtout... Et puis c'est la rentrée viticole. C'est la rentrée viticole, c'est l'époque des vendanges, donc c'est une période très très importante effectivement pour toute la filière et nous préférons que les vignerons se concentrent d'abord sur leurs vendanges et puis viennent ensuite nous contacter. Moi, j'imagine que l'accueil est plutôt chaleureux quand... L'accueil est chaleureux, l'idée est bien accueillie. Certaines personnes espèrent que les choses vont continuer de se développer effectivement avec l'essor de l'Internet. Donc globalement, l'écho est très positif. Alors justement, afin d'illustrer notre propos, vous avez choisi de mettre en avant le projet d'une toute jeune vigneronne qui a décidé de reprendre l'exploitation familiale et qui justement a besoin d'aide. On regarde son projet au travers d'une vidéo qu'on peut retrouver sur votre site. Bonjour, je m'appelle Corinne Devailly, je suis vigneronne sur Pommard depuis peu puisque dans le cadre d'un projet de reconversion professionnelle, j'ai décidé de reprendre le domaine viticole familial. Je suis la 5e génération et la première femme. Et donc le domaine s'étend sur 4 hectares et demi sur la côte de Beaune, principalement en rouge sur des appellations Volnay, Pommard et en blanc Meursault, Puligny. Et je vous invite à me suivre dans la cuverie pour vous présenter mon projet. Et bien maintenant on se trouve donc dans la cuverie, donc mon nouveau lieu de travail. Et je vais vous présenter plus en détail le projet que je souhaite réaliser. Alors, ma philosophie en matière de vinification, c'est de respecter énormément la matière, mais de ne jouer que sur un seul élément, à savoir la température. Donc, j'ai des cuves inox qui sont donc thermorégulées à l'aide donc de drapeaux. Sont ces plaques inox qu'on plonge dans les cuves afin de pouvoir soit chauffer, soit refroidir donc les mous pendant la vinification. Mais donc mon besoin aujourd'hui, mon projet, c'est d'avoir un boîtier qui me permette de pouvoir récapituler en fait les températures de toutes mes cuves et de pouvoir jongler en fonction de mes besoins, soit monter la température, soit baisser la température. Et c'est ce boîtier de thermorégulation que je n'ai pas aujourd'hui, que j'aimerais avoir pour mon prochain millésime. Donc j'ai besoin de vous pour mener à bien ce projet afin de pouvoir améliorer donc la qualité du vin de mon prochain millésime. D'avance, je vous remercie. Donc voilà, Corinne fait un appel aux dons pour le financement de sa cuverie avec un thermorégulateur. Elle a besoin de 4 565 €. Aujourd'hui, on en est où au niveau de ce projet ? Alors aujourd'hui, elle est à environ 15% de sa collecte. Sachant que le projet vient d'être mis sur le site. Tout à fait. Et effectivement, il s'agit d'un boîtier thermorégulateur qui va lui permettre donc de pouvoir contrôler avec une extrême précision la température de ses cuves pendant l'élevage de ses vins. Elle est située à Pommard, et donc un très bel endroit en Bourgogne.
Et on espère vraiment qu'elle va arriver à solliciter effectivement suffisamment d'attention et de donateurs pour pouvoir réaliser son projet avec succès. Alors justement, au niveau des sommes qui sont demandées pour les porteurs de projets, ça varie entre quel montant et quel montant ? Aujourd'hui, ça varie de 4 500 € à 40 000 €. D'accord. Et pour pouvoir déposer un projet sur Fondovino, le montant minimum est de 100 €. D'accord. Mais globalement, la moyenne des projets est aux alentours de quelques milliers d'euros, entre 5 et 10 000 €. D'accord. Alors, dernière question, vous connaissez une certaine couverture médiatique aujourd'hui. On vous voit sur pas mal on vous entend sur pas mal de radios, on vous voit sur certaines chaînes de télé. Quelle est votre stratégie de développement là, pour les prochains mois ? Alors j'en profite pour vous remercier et remercier tous vos confrères effectivement pour l'accueil qui a été fait à notre initiative. On en est ravis et la stratégie c'est bien évidemment de monter en puissance en France et à l'étranger. Et à l'étranger bien évidemment, d'aller à la rencontre d'un maximum de porteurs de projets, donc de s'adresser à l'ensemble de la filière et bien évidemment avec un focus sur les vignerons et les viticulteurs. Et donc nous allons être présents dans un maximum de salons professionnels et grand public dédiés à l'univers du vin pour aller rencontrer ces porteurs de projets, rencontrer aussi les gens qui partagent la passion du vin et faire connaître cette solution innovante et simple qui permet désormais d'avoir une alternative au crédit bancaire pour avoir du financement pour un projet. Merci Julien. Merci Mélanie. Bonne chance pour Fondovino. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir été mes invités. On remercie également Morgane Laurençon. Alors je rappelle, votre site internet Julien, c'est www.fondovino.com. Tout à fait. Tous ceux qui sont intéressés pour participer et aider notamment Corinne dans son projet. Merci également à vous Vincent pour votre éclairage toujours passionnant sur les derniers insights et bénéfices produits. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau. Peut-être à très bientôt. Merci aussi à Benjamin Vincent qui n'était pas très très en forme aujourd'hui en régie qui nous a aidé à réaliser cette émission. Trends, etc. c'est déjà fini, alors n'hésitez pas à re-regarder l'émission en replay ou sur le site de la chaîne Watch TV ou encore à télécharger l'émission en podcast sur iTunes. Je vous rappelle que nous sommes maintenant présents sur la Freebox sur le canal 154, on vous y attend, et sur la box d'SFR très bientôt sur le canal 178. Nous, on se retrouve le mois prochain pour de nouvelles tendances, de nouvelles adresses confidentielles. D'ici là, restez connectés. À très vite. Bye.